Avant de commencer, vous vous demandez sûrement qui est ce type, de quoi il parle, est-ce qu'il n'avait pas des cheveux avant de commencer tout ça? Alors, qui je suis? Je suis Anthony Monté, je suis le fondateur de Cloud Mercato. On est un cabinet de recherche et conseil spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Notre idée, c'est que le cloud, c'est une très grosse industrie, un très gros marché, qui a beaucoup d'acteurs, beaucoup de fournisseurs. Et généralement, les gens se focus sur les trois gros leaders de marché que sont AWS, Google et Azure. Et oublient un petit peu que bah, y a toute une offre qui existe, une pléthore d'offres, de services, de fournisseurs, de IaaS, de PaaS, de CaaS et de plus encore. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte sur notre DB tout ce qui nous permet de qualifier les clouds, donc que ce soit les fournisseurs en eux-mêmes, leurs produits, leurs performances, leurs prix, leurs certifications, leur location et plus encore. Et on délivre ça pour le grand public gratuitement. On essaie de partager la plupart de nos données sous licence Creative Commons via notre plateforme pour satisfaire la curiosité des consommateurs comme des fournisseurs. Sachant que, bon, on va dire que data is oil, même si chez Cloud Mercato, la data est à peu près gratuite. Mais je pense que pour vous, ça a toujours une valeur de métal rare, on va dire. Et du coup, l'étude qu'on a aujourd'hui, c'est les Big Five. Alors, donnons un petit contexte aussi à cette étude. On a les 5 gros fournisseurs de cloud américains. Donc, AWS, leader de marché. On a Microsoft, le second. Microsoft Azure, plus précisément, pour parler de la solution cloud. On a IBM, que tout le monde connaît. On a GCP, qui est troisième sur cette place. Et je dirais Oracle, qui est en coude à coude avec IBM. Euh, cette vision, elle est bien. C'est une Seulement vision les que deux tout pieds, le donc monde les gros fraudeurs, adopte. les très riches et les grandes Mais le entreprises. Les problème, petits fraudeurs, c'est les patrons. excusez-moi, est-ce qu'on peut couper les micros? Merci beaucoup. Et je disais, cette vision, elle est bien. C'est celle que utilisent la plupart des gens, de voir le marché via le prisme des parts de marché, tout simplement, de se dire, ah, bah, lui, il a 40%, c'est que c'est le meilleur. Mais ce n'est pas le point de vue de Claude Mercato. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller sur des éléments objectifs qui permettent de prendre des décisions vis-à-vis de notre objectif et pragmatiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres de part du marché sont intéressants. Pour moi, légèrement moins intéressant parce qu'il représente un impact social. Voilà, c'est le meilleur, donc je vais aller chez le meilleur. Mais les chiffres que je vous donnais ne représentent pas non plus la finalité. On a voulu rassembler des données qui nous permettent de qualifier les IaaS des différents fournisseurs. Par IaaS, j'entends les virtual machines, le block storage et l'object storage. Pour moi, c'est les trois gros piliers du IaaS. On peut en rajouter d'autres, bien sûr, mais pour moi, c'est les trois gros piliers. Piliers, excusez-moi. Euh, Bien sûr, le cloud, c'est pas que le IaaS. Spécialement dans le type de fournisseurs sur lequel on s'intéresse aujourd'hui, qui sont les hyperscalers ou hyperscalers en français. Le IaaS, ça peut être plus que ça, mais comme je disais, pour moi, on a quand même la Sainte Trinité avec les VM, le block storage et l'object storage qui nous permettent de faire une première base et surtout qui nous permettent de faire ce lift and shift que tout le monde fait sur leur migration depuis on-premise direction le data center cloud. On-premise, on avait de la VM, on n'avait pas forcément du bloc, on n'avait pas forcément de l'object storage, c'est deux notions cloud native, celles-ci, mais qui s'adaptent très bien à ce qu'on faisait avant. Du coup, ce IaaS, on va rentrer. Je ne vais pas vous parler 10 000 ans fond de cam comme ça. On va regarder des chiffres, on va regarder des tableaux, des graphiques. On va rentrer dans de la data et des choses claires. Euh, Cloud Mercato, on est un cabinet de recherche neutre, c'est-à-dire que cette étude, on l'a faite parce qu'on se posait des questions à propos du marché du cloud, tout simplement et qu'on voulait donner les réponses au grand public. Elle est sponsorisée par personne, elle est de notre initiative, et même si on peut mettre en avant certains cloud providers dans celle-ci, euh, entre guillemets, c'est pas de notre volonté, puisqu'il s'agit simplement de vous exposer des chiffres. J'aimerais quand même mettre le petit bémol que, certes, ce sont des chiffres, mais moi, je suis un humain qui vous donne mon avis, ma pensée, et celle-ci n'est pas 100% objective de par nature. Alors, j'espère que vous voyez mon super écran. Moi, j'ai Zoom qui me pollue le mien, je ne vois plus rien, mais je vais quand même essayer de vous faire ça bien.
Alors, la première chose, c'est que l'étude que je vous présente là, c'est pas un long PDF un peu chiant, c'est une superbe étude en mode web. Donc, je vous partage le lien ici même. Vous pouvez aller la consulter par vous-même. Ici, on va essayer de déplier les plus grosses étapes, de voir un petit peu les chiffres qui sont intéressants, avoir des observations sur celles-ci. Mais vous pouvez très bien la consulter par vous-même, on vous renvoie le lien, partager celui-ci et aussi tirer vos propres conclusions et aussi nous faire des feedbacks, parce qu'on aime bien que les gens nous disent qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on devrait rajouter, peut-être ce qui a été erroné. Et aussi, moi, je vais vous faire des feedbacks que j'ai déjà sur ce que m'ont dit les gens et ce que je devrais rajouter et que je n'ai pas encore fait. Sachant que, comme je vous le disais, ce n'est pas un PDF, c'est du web. Toutes les data que vous voyez là, elles sont tirées en direct sur notre base de données. Donc, si demain, il faut que je rajoute une data, il faut que je mette à jour quelque chose, je le ferai. Les choses ne sont pas gravées dans le marbre. On parle de Q2 2023, on est encore en Q2 2023, donc des modifications sont possibles. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour évaluer les fournisseurs cloud vis-à-vis de leur IaaS? Je parlais tout à l'heure de virtual machine, je parlais de block storage et d'object storage. Commençons par le gros du machin, les VM. Alors, basiquement, on ne va pas non plus rentrer trop en profondeur. Tout le monde sait à peu près ce que c'est une VM, une machine virtuelle dans le cloud qui nous permet d'installer notre application et de la lancer comme si on avait une machine physique. Euh, Depuis quelques années, dans le cloud, on a une tendance où les catalogues cloud se diversifient au niveau des architectures CPU et des CPU en eux-mêmes, des processeurs qui sont intégrés dans les machines qui sont vendues. Basiquement, on a trois catégories. On a les Intel qui sont là depuis toujours dans le cloud. On a les AMD qui sont arrivés peut-être il y a 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis les ARM qui sont en train de prendre une assez bonne part depuis peut-être 2, 3 ans. Ils sont là, toutes ces architectures sont là depuis toujours en réalité, mais elles commencent à s'imposer dans le cloud. Basiquement, si on devait catégoriser les choses, vraiment basiquement, Intel sont des CPU relativement chers pour le fournisseur de cloud, mais qui vont proposer des bonnes performances, notamment si on utilise les outils qui sont associés avec les CPU Intel. Les CPU AMD vont proposer des performances assez similaires, surtout depuis quelques années, mais vont proposer pour le cloud provider un avantage qui n'est pas négligeable, qui est celui d'être plus compact. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir plus de CPU, plus de puissance de calcul en une même puce que j'installe sur ma machine. Donc, revendre plus de machines virtuelles par machine physique. Et dernièrement, la troisième catégorie, donc c'est les ARM. Bah, ces ARM, c'est pareillement, ils sont pas beaucoup plus compacts, mais par contre, ils proposent une puissance de calcul qui est très bonne, et à côté de ça, une consommation énergétique qui est très basse. À l'heure où on se pose tous des questions de consommation énergétique, qu'on aimerait savoir combien de watts coûte l'action que va être lancée sur notre serverless ou peu importe, avoir un ARM, en fait, c'est se dire qu'on peut avoir des bonnes perfs et consommer beaucoup moins. Pour le cloud provider, c'est mieux. Dans la tête du consommateur qui n'a pas forcément le choix de produit, il sait qu'il va consommer moins s'il prend un ARM. Donc, il y a ses avantages. Bien sûr, il y a aussi les inconvénients qui sont que les Intel et AMD sont les architectures entre guillemets historiques utilisées par tout le monde. Donc, quand je passe sur du ARM, je suis quelque peu restreint au niveau applicatif. Et comment ces trois catégories de CPU se réfléchissent donc chez les fournisseurs de cloud? Si on prend AWS ici, donc leader de marché, on a trois catégories de VM qu'on a testées nous. Il y en a beaucoup plus, mais c'est un panel assez représentatif, un petit panel représentatif. On a la M6i, la M6A et la M6Z. Donc M comme, on va dire, medium, parce que c'est des VM de type balance, de type standard, general purpose. Et ce qui est intéressant, c'est on a le 6, donc tous sont de sixième génération, puis le suffixe I, A, G. I comme Intel, A comme AMD, G comme Graviton. Graviton représente les processeurs ARM faits par AWS. Ensuite, chez Azure, on a à peu près la même chose. On a du DASV, donc DA comme AMD, on a du DV5 directement Intel, et on a du DP qui représente du ARM.
Chez Intel, chez IBM, c'est un petit peu un cas particulier. Ils ont du Intel, mais ils ont aussi leur architecture particulière qui s'appelle le PowerZ et que malheureusement, je n'ai pas pu benchmarker parce que, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on change d'architecture, on se retrouve avec des contraintes au niveau applicatif, des applications qui ne marchent pas nativement, qu'il faut pouvoir compiler avec beaucoup de choses. Et je n'ai pas pu tester cette architecture PowerZ chez IBM, mais sur le peu de choses que j'ai pu tester, c'est très performant le PowerZ, il n'y a pas à nier. On peut voir que chez Google, après, on a beaucoup d'options. On a apparemment du AMD, on a du Intel, on a du ARM. Et chez Oracle, par contre, j'ai testé que du AMD et du ARM, excusez-moi. Et je suis passé à côté de l'Intel. Il faut que je le benchmark. Je suis simplement passé à côté parce que le AMD que je benchmark ici, c'est du E4 et le nom du Intel, c'est du E3. Donc, je pensais que le Intel était déprécié, mais en fait, il n'est pas déprécié. Mais vous verrez qu'au final, pour la big picture de notre étude, euh, c'est pas si pénalisant que ça pour Oracle. Ensuite, on a le block storage. Donc, le block storage, rapidement, c'est une méthode pour créer des disques durs virtuels. Nous, ce qu'on va tester sur ce disque dur virtuel, c'est sa vitesse, sa capacité à, entre guillemets, gérer les IOPS. Donc, ça peut s'apparenter à sa capacité à gérer une DB ou aussi sa capacité à gérer de la bande passante. Donc, ça peut être du traitement de gros fichiers, typiquement un DivX, un backup ou des choses comme ça. Et l'object storage, qui est donc le storage par définition du cloud pour moi, qui est la chose la plus cloud native qu'on peut voir, euh, un stockage illimité qui permet de stocker, entre guillemets, sans limite et de pouvoir avoir accès avec une toute petite pénalité de latence, mais avec bien sûr ce gain de stockage illimité et de achat avec availability. Donc voilà les trois gros piliers sur lesquels on va regarder les objets, les IaaS des 5 gros fournisseurs de cloud d'aujourd'hui. Basiquement, tout ce qu'on a testé, c'est censé être dans l'inventaire par ici. Donc, toutes les VM qu'on a utilisées, vous avez leur définition. Si je prends la M6i ici, par exemple, vous allez être redirigé vers une autre portail de notre plateforme. Et sur ce portail, vous aurez tous les détails de la VM, son prix, ses CPU, en fonction de la licence, toutes les performances qu'on a pu, enfin toutes, une petite partie, puisque en réalité, on a beaucoup plus que ça, et le prix, etc., etc. Là, je vous fais un petit peu la pub, mais on est sur le Public Cloud référence, et avant ça, on était sur le projecteur pour regarder donc notre projet. Avant de rentrer sur tout ce qui est performance, prix, parce que c'est un peu l'accent que nous, on aime donner, c'est capturer la performance des produits, puis le prix, et accessoirement aussi faire un ratio des deux pour se poser la question euh, où sera dépensé le mieux mon euro. Avant de partir là-dessus, premièrement, est-ce que vous avez des questions avant de rentrer sur la technique? Et s'il n'y a pas de questions, tout simplement, j'aimerais vous montrer une petite carte, qui est celle-ci. Donc cette carte, elle n'est pas compliquée. Elle montre où sont les data centers des 5 gros fournisseurs de cloud dont on est en train de parler. Quand je vous dis data center, la notion, elle est floue. Qu'est-ce qu'un data center? Pour moi, Cloud Mercato, je me dois d'être agnostique et de voir les choses un peu sans trop de formalité. C'est-à-dire qu'un data center, pour moi, peut représenter un bâtiment comme ce qu'on appelle un POP, un point of presence. C'est-à-dire que ça pourrait être une salle dans un data center, dans un bâtiment. Les cloud providers eux-mêmes ne sont pas 100% clairs là-dessus. Certains vous diront, nous, on a un data center à tel endroit. En fait, ils ont simplement une salle. Et ce n'est pas du tout un reproche. Et aussi, quelque part, ils n'ont pas à être transparents et à dire à tout le monde, on est à tel endroit pour que vous veniez nous pirater. Clairement, il y a une transparence qui est entretenue, qui est légitime. Et la carte qu'on voit là, c'est quelque part, faut la prendre en termes de POP. Où est-ce qu'ils sont présents? Où est-ce qu'ils me permettent de déployer mon infrastructure? Cette question-là, elle est importante parce que quand on parle d'infrastructure, que ce soit les VM pour le calcul ou que ce soit l'object storage qui peut être aussi beaucoup plus important, on peut parler en termes de location, donc d'endroit, et donc de législation.
Si je stocke mes données aux USA ou en France, ce n'est pas la même chose. Si on parle d'Europe, que je stocke mes données en France ou en Suisse ou en Allemagne, ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est assez important de se dire, euh, ma data, je la stocke en France parce que tel fournisseur va me proposer du HDS, mais mon application est européenne. Et j'ai des utilisateurs européens et le HDS, en fait, ne vaut absolument rien en Allemagne ou en Autriche. Donc, il faudra que je stocke les données des Autrichiens en Autriche, les données des Allemands en Allemagne. Euh, France, Allemagne, Autriche, quoique Autriche, non, il n'y a pas il n'y a pas d'hyperscaler en Autriche, mais généralement, les grosses places de bourse sont occupées par tous les cloud providers. Donc, quand je dis place de bourse, ça va être à chaque fois Francfort, London, Paris, Amsterdam. Si on sort un petit peu d'Europe, on peut prendre forcément Sao Paulo, on a le Cap, on a Hyperabad en Inde, on a Mumbai, etc., etc. Singapour, forcément, Sydney en Australie. Toutes ces places sont occupées. Cependant, il y a des cloud providers, deux notamment, qui font un pas de côté. Ces deux cloud providers, c'est Oracle et Google, qui, eux, disent, nous, on peut mettre des choses en Malaisie, à Jakarta, par ici. On peut aller à Mexique, à Mexico City. On peut aller à Phoenix. On peut aller en plein Midwest et à des endroits où les autres ne vont pas. En France, généralement, un gros cloud provider va se dire, bon, on installe un data center en région parisienne. Oracle va en installer un en région parisienne, plus un à Marseille. Pareillement au Moyen-Orient. On voit que tout le monde se met autour de Doha et du Qatar. Oracle va avoir un à Jeddah et un à Jérusalem en Israël. D'ailleurs, c'est le 5 des seuls gros à avoir un data center en Israël. Encore une fois, ce n'est pas forcément un data center, ça peut être juste une grosse salle ou deux étages ou trois étages ou une partie d'un bâtiment. Mais c'est un point of presence et ça vous permet d'affirmer en tant que consommateur, je suis à tel endroit et pas tel autre endroit pour faire mon calcul ou mon stockage de data. Donc, ici, vous avez une map qui vous permet de consulter ça. Encore une fois, c'est dynamique. Donc, si je voudrais avoir juste la carte AWS, la voici. Si je voudrais avoir Google versus AWS, la voici. Et en dessous aussi, vous avez quelques compteurs qui sont assez utiles, qui vous permettent de compter le nombre de data centers par région, par sous-région. Par exemple, je peux voir que AWS, ici, il y a un data center en Afrique, on a 8 en Europe. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a toujours plus de data centers, peu importe les clouds, si on doit faire le compte global, on en a plus en Europe que dans d'autres régions du monde. Tout simplement parce que nos législations ne sont pas tout à fait carrées entre chacun des choses, entre chacun des États. Et donc, forcément, pour être carré au niveau du cloud provider, je préfère m'implanter dans chacune des régions et parler à mes partenaires directement localement. Donc ici, on a des compteurs qui peuvent être intéressants. Je vous invite à les regarder, puisque de toute manière, vous avez aussi accès à tout ça. Et on va commencer à rentrer dans le dur. On va prendre tout d'abord Geekbench ici. Alors, quand je vous dis dans le dur, c'est parce que on va commencer. Je vais sortir mes lunettes de geek. Enfin, j'ai plus mes lunettes, il faut que je les change. On va regarder des relevés de performance avec des applications de benchmark. Alors aujourd'hui, là, je vous présente Geekbench 5. Alors, je vous parle, Geekbench 6 est sorti, ça fait un petit mois, mais ça ne veut pas dire que les résultats que je vous présente ne sont pas pertinents. Et ainsi, ce que je vous présente ici, c'est une comparaison des différents produits cloud, IaaS, VM, avec Geekbench 5. Euh, le problème de Geekbench 5, c'est qu'il est fait pour tourner sur des CPU de type x86, donc AMD et Intel. Et dans ce que vous voyez ici, on n'a pas les résultats donc, pour le ARM, ce qui est dommage. Mais vous inquiétez pas, on a d'autres résultats avec ces ARM. Et donc, moi, ce que je vois ici, basiquement, c'est que, OK, on a la T2 chez Google qui est très bonne. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont marketé quand ils l'ont vendu. Mais sinon, globalement, pour une même chose, on a à peu près on est dans les mêmes eaux au niveau performance. Si je prends ici la Oracle E4 qui a du AMD, je prends la AMD de Google ici, elle est moins bonne. Celle-là de Google, la AMD, elle est meilleure. La AMD ici, elle est meilleure. Enfin, on n'est pas non plus sur des écarts du simple au double. Donc, pour moi, il y a clairement Google qui sort du lot, mais sinon, il n'y a pas vraiment de gagnant au niveau performance.
sachant que j'ai tendance à à me dire qu'il n'y a pas de gagnant, tout simplement parce que ce que je vous présente ici, c'est une agrégation de différents facteurs de performance. On est en train de tester de l'encryption, de la compression, de l'encodage, on est en train de tester des floating points, on est en train de tester de la cryptographie, et je vous donne une agrégation. Donc forcément, un endroit sera meilleur, un endroit sera moins bon. Et là, je vous présente une agrégation et je ne vois pas d'écart significatif pour moi. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de passer au prix performance et de se dire, on va faire une simple division, on prend la performance et on divise par le prix, ou l'inverse, plutôt en l'occurrence, pour avoir une valeur. Plus cette valeur est grande, mieux sera le produit en termes de prix de performance. Bon, bah là, euh, autant, en fait, ce qu'on voyait avant, ici, l'ordre qu'on voyait avant se redessine, hormis Oracle, en fait, qui crève le plafond. Pourquoi Oracle clave le plafond? Tout simplement, là, si on passe sur la barre d'Oracle, on voit qu'on a du 0,14 centimes, du 0,15 centimes de l'heure pour la virtual machine qu'on a sous les yeux. Si on prend celle de Amazon ici, on a du 41 centimes de l'heure. Donc on est à 2,5, on va dire, de tête. Oracle, AWS est 2,5 fois plus cher qu'Oracle pour la même VM. Après, on pourra me dire, oui, mais AWS est un peu plus performant. Oui, un peu plus performant. Bah, pas beaucoup plus. Entre guillemets, Oracle et AWS, entre parenthèses, plutôt Oracle et AWS achètent les CPU chez AMD ou Intel. Donc, ils n'auront pas non plus une magie, un processeur qui a 3 ans d'avance sur les autres. Ils ont tous le même fournisseur. Il peut y avoir une différence, bien sûr, sur la manière d'utiliser la chose, mais on ne sera pas sur du x3, x4 ou beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant. Donc le prix a une incidence majeure ici, et on est en train de parler en prix Ourli. Si vous connaissez un petit peu le cloud, on peut venir et commander une VM à l'heure, donc à la demande. On peut la commander au mois chez certains et ou à l'année, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Chez Alibaba, on peut même aller à 5 ans, 7 ans, ou même, je ne sais pas si vous êtes un très gros consommateur et que vous connaissez les commerciaux, je pense que vous pouvez tout négocier en réalité. Mais officiellement, et moi je prends les prix officiels, je vois du hourly, du monthly, du yearly, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, si on passe sur du yearly, ce qu'on voit, c'est que l'écart se resserre, mais Oracle est toujours avant les autres. Ici, à l'année, j'ai du 1 296 euros. Si je retourne à AWS, j'ai du 2 239 euros. Donc, on a réduit l'écart. On est plus sur du x2,5. On est peut-être sur du allez, fois 1,8 peut-être. Mais il y a toujours cette différence de prix. Là, je vous donne le prix pour une seule VM. Bien sûr, multipliez-le pour une vraie architecture, parce que généralement, vous n'allez pas aller chez un hyperscaler pour booter une VM. Vous pouvez en mettre 10, 20, 100, 50, peu importe. Et donc, Oracle se place devant. Au-delà d'Oracle qui crève le plafond, bien sûr, il y a les autres qui ont des écarts de prix. J'aimerais notamment notifier Google et IBM. IBM a des prix relativement chers, tout simplement parce que ils mettent leur prix public, mais en réalité, chez IBM, ça se passe toujours avec un commercial lorsque vous voulez faire des choses. Donc les prix publics ne reflètent pas vraiment la réalité de ce qu'ils vendent en fait. Mais chez Google, qui est intéressant, c'est qu'ils appliquent un discount au fil du temps. Donc, si vous gardez une VM 1 mois, que vous ayez pris une souscription ou pas, cette VM va commencer à vous coûter, je crois, 70% de son prix ou 40%, ça dépend le type de VM. Ici, on a du C, du C2, etc. Ça dépend du type de VM, mais entre 60 et 70% du prix de base de la VM. Donc, si on regarde, on fait la comparaison un peu de Ourli et de Monthly, on peut voir que chez Google, il y a peut-être une différence, mais quoi qu'il arrive, vu l'échelle de maximum que donne Oracle, c'est pas vraiment visible quand on regarde tout ça avec Oracle. Voilà pour ce qui est de la performance et du prix. Je ne sais pas s'il y avait une, deux, 5, 10 ou 18 questions, mais je vais rapidement continuer sur un deuxième écart de performance. Je ne vais pas vous en faire 10 000 à propos des VM. On pourrait faire tous les onglets, mais
c'est pas forcément très pertinent de faire ça aujourd'hui. Ici, je vous montre un test qui est beaucoup plus simple que Geekbench. Autant Geekbench, c'est une agrégation d'une quarantaine de types de tests, autant Sysbench, c'est un calcul simple qui est une recherche des nombres premiers qui correspond à faire, je crois que c'est une simple multiplication-division. Sachant que la division, d'ailleurs, n'est pas une opération si bénigne que ça en informatique. L'idée, c'est que j'ai une opération simple et je la lance un peu partout. Et cette recherche de nombres premiers, ça ne met pas en... ça n'implique pas d'utiliser de fonctions spéciales dans les CPU. C'est-à-dire que quand j'achète un CPU Intel, enfin, notamment Intel, chez AMD, chez ARM, c'est la même chose, mais Intel, pour moi, c'est un peu les champions là-dedans. En tout cas, ceux qui ont le plus d'avance. Une puce Intel n'est pas juste une unité de calcul. Dedans, il y a des unités de calcul spécialisées qui permettent de répondre à des tâches spéciales. Par exemple, aujourd'hui, avec l'IA, on fait beaucoup de tâches avec des nombres à virgule, l'AVX 512, il y a plein de suffixes après le AVX 512. Et la tâche que je fais aujourd'hui, elle n'a pas besoin de tout ça. Donc, elle nous donne une puissance de calcul du CPU pur, sans passer par des artifices. Et ce qu'on voit, c'est encore une fois, tout le monde a à peu près les mêmes performances avec la même génération. Ce qui c'est encore plus intéressant, c'est que j'ai pu lancer mes tests aujourd'hui sur des VM ARM. Et ce qu'on voit, c'est que là, ici, on a la A1 de Oracle, a strictement les mêmes performances que la D8PS de Azure. En gros, on peut dire que même CPU, même performance. Et ici, on prend la Azure, la ARM de Google, elle a encore une fois les mêmes performances. Bon, après, je prends la ARM de AWS, elle est un petit peu moins performante. C'est peut-être une histoire de génération parce que il me semble qu'ils ont déjà déployé les M7G en US. Mais encore une fois, on prend les mêmes CPU, on a les mêmes performances. Donc la question va migrer sur prix-performance, le ratio des deux. Et ici, le ARM, déjà on avait le AMD d'Oracle qui était bien plus performant. Globalement, on a à peu près le même graphe, sauf qu'ici on rajoute l'ARM. Et l'ARM de Oracle, encore une fois, il crève le deuxième plafond. Je pense qu'on avait un étage, donc cette fois-ci on a éclaté l'étage et on crève le plafond qui est encore au-dessus avec ces ARM-là. La perf est la même, le prix est complètement différent. Et ça, on est sur un écart là de à peu près x2 au niveau du score de prix-performance. Donc si on se pose la question de où faire tourner mon calcul au plus performant, Oracle fait partie de la solution quelque part. Je donne mon avis comme ça, c'est Anthony qui le dit, après vous faites ce que vous voulez. Voilà pour ce qui est des performances CPU. Après, on peut se poser d'autres questions, où Oracle, par exemple, est un petit peu moins bon, par exemple. C'est les questions de bande passante entre deux VM, par exemple. La bande passante, c'est simple pour moi. Google est super fort. Google propose les meilleurs, la meilleure bande passante entre deux VM, entre la VM et l'object storage, entre la VM et le CDN. Partout où il y a besoin de bande passante, Google est très bon. Et c'est ce qui reflète là. Je prends la T2D, la T2D. Déjà que j'avais des super performances avant au niveau compute. Ici en réseau aussi, j'ai des très bonnes performances. Les autres VM de Google sont très bons. Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a deux barres sur chacune des barres que je propose sur le graphe. Il y a une barre de couleur et une barre en noir. Et en fait, ce que j'ai essayé d'exprimer et que j'arrive assez mal en fait sur mon graphe, c'est qu'avec l'écart entre les deux barres est censé un peu signifier est-ce que ma connexion est stable. Et Google a des très bonnes perfs très stables. On peut voir que là, on est à 15 000 et 14 9 000. Donc, je pense que le maximum que eux ils ont 7, c'était 15 000 pour celle-là. Pour celle-ci, c'est un petit peu moins stable, mais je pense qu'ils ont du 7 un maximum à 29 000 ou 30 000. Et chez les autres, on est relativement stable. Un petit peu moins chez AWS, mais chez Oracle, chez IBM, chez les autres, on est stable. Et comme je disais tout à l'heure, autant tout à l'heure, on voyait qu'Oracle était très bon au niveau prix-perf, un petit peu moins tout à l'heure au niveau perf de CPU, ça dépend. Pour les ARM, ils étaient au même niveau que les autres.
autant au niveau network, ici, c'est pas super jojo, mais aussi c'est à prendre dans une réflexion globale de prix performance. Ici, j'ai pas donné le prix performance. C'est gratuit de transférer des datas entre deux VM dans une même région. C'est pas la même chose entre deux régions. C'est pas la même chose quand vous envoyez sur Internet. Et c'est pas du tout les mêmes prix entre Google et Oracle. Il y a une petite Et question, Anthony, de Valentin. oui, je suis tout oui. Alors, est-ce qu'il existe un graphique de l'évolution des prix sur plusieurs années par CP? CPU. Ouais, par CP, je pense que c'est plutôt par Cloud Provider. Alors, Ah, Cloud Provider. ce que je peux dire là-dessus, rapidement, c'est que en fait, les prix des VM en elles-mêmes, en tout cas les prix des produits, n'évoluent pas. Ce qui évolue, c'est que AWS a sorti la M4, a sorti la M5, a sorti la M6, a sorti la M6i, tati tatata. Ça va faire varier les prix. Mais en soi, regarder le prix d'une VM tous les mois, il changera quasiment jamais. Il y a dernièrement, avec l'inflation, tous les providers ont envoyé des emails. Ils n'ont pas changé tant que ça leur prix d'ailleurs. Ça dépend du service, ça dépend du cloud provider. Mais les prix sur le long terme, en fait, il faut regarder les produits. Et les produits ne se suivent pas forcément linéairement. On peut faire forcément des générations après génération. Et pour répondre à ta question et être concret, les prix baissent de génération en génération. Les prix baissent et pour moi, c'est logique. Euh, Déjà, il y a AMD qui est revenu dans la course, qui a écrasé les prix. Je pense que Intel a dû peut-être un petit peu suivre là-dessus. Les ARM aussi écrasent les prix. Le fait que les CPU consomment moins, ça écrase les prix. Le fait qu'il y ait plein de techno pour refroidir les choses, ça écrase les prix, etc. etc. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question en mode pas de côté et en mode frontal aussi. Ouais, super, c'est très clair. Merci beaucoup. De rien. Euh, pour passer rapidement, on peut parler aussi de block storage. Alors, block storage, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas, le block storage, c'est la manière de faire des disques durs dans le cloud. On est capable de faire des PC virtuels. Bah, il nous faut des disques durs virtuels à brancher dedans, ou des SSD ou des NVMe SSD virtuels. Le block storage, l'idée, c'est que comme pour la VM, bah, je peux dire je veux une VM de telle taille ou telle taille. Bah, là, je peux dire je veux un volume de 10 Go, 50 Go, 100 Go, etc., etc. Et je peux décider aussi de sa classe de stockage. Sa classe de stockage, elle va me donner différentes caractéristiques qui peuvent être le nombre de fois que mes datas vont être répliquées, ou ça peut être quelle est la vitesse en termes d'IOPS ou en termes de bande passante, ou ça peut être plein de choses. La confidentialité, beaucoup, beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on s'est dit chez Cloud Mercato et ce qu'on fait sur à peu près toutes les VM, c'est tester la rapidité du block storage. Euh, Basiquement, pour vous donner un entre guillemets historique du block storage, il y a AWS un jour qui a sorti son block storage qui à l'époque s'appelait le General Purpose 2. Ça a commencé au 2, me posez pas de questions. Et il était à peu près à 10 centimes du giga. Et il proposait entre 3000 et 16 000. À l'époque, je ne sais plus s'il était à 16 000, mais je sais que tout le monde était autour de 3000 IOPS. Je sais que 3000 IOPS, ça parle à la personne, je le sais aussi, il n'y a pas de problème. Gardez juste cette valeur en tête. Aujourd'hui, un NVMe SSD sur mon Mac, je pense qu'il atteint du 600 ou 700 000 facile, très facilement. Donc AWS, il y a plus de 15 ans, et d'ailleurs, si on regarde historiquement, là, les prix du block storage AWS, il me semble, ont baissé, avait dit donc 10 centimes du giga. Les autres cloud providers qui sont arrivés sur le marché, je ne parle pas d'Azure, je ne parle pas de Google, je parle de tout le reste du marché, donc c'est plus d'une centaine de fournisseurs de cloud, à peu près, se sont dit, bah, nous, notre block storage, on va le mettre à 10 centimes du giga comme AWS, il n'y a pas de souci, les gens, ils optent pour ça, aucun problème. La différence que les autres cloud providers ont eu, c'est de se dire 3000 IOPS, c'est rien du tout en fait. Le block storage d'AWS, sur la base, il est à 3000 IOPS. Ensuite, on pouvait l'augmenter. Plus notre block storage était gros, plus il avait une vitesse rapide.
jusqu'à 16 000 IOPS. Donc, je prenais 5 Tera, j'avais 16 000 IOPS. Pour une DB, c'est pas énorme. Bien sûr, il y avait d'autres classes de stockage. Je vous invite à aller les regarder. Moi, je ne les comprends pas trop. Ceux qui ont des pistes, je suis tout oui. D'autres classes de stockage chez AWS qui sont beaucoup plus chères et qui proposent des perfs, cette fois-ci, vraiment, je dirais, professionnels. Mais aujourd'hui, on a testé juste ce qui est du standard. Donc, si on regarde un peu le tableau qu'on a sous les yeux, je vous ai testé du GP3, donc la dernière version du GP. Je vous ai testé du GP2, donc General Purpose. Et chez les autres, j'ai à peu près testé ce qui serait équivalent. Comme je vous avais dit, ici, ça dépend la taille du stockage pour AWS, mais sur le GP, j'ai du 12 000. On n'est pas en IOPS ici, on est en mégabits. Voilà, il est ici le IOPS. Ce sera plus logique. Voilà. Donc, j'ai du 3000 IOPS. Voilà, c'est la logique, je m'y attendais. Sur le GP3, c'est une nouvelle solution, enfin nouvelle, elle a à peu près 2-3 ans sur AWS. L'idée, c'est que, enfin, je pense, hein, moi, c'est mon petit doigt qui me le dit, depuis des années, une dizaine d'années, les gens étaient sur GP2. AWS a mis le GP3 en disant, bon, la performance de votre block storage ne dépend plus de la taille de vos volumes. Maintenant, vous pouvez dire, moi, je veux du 16 000, je veux du 8 000. Enfin, ça ne va pas au-delà de 7 000, ce qui est dommage, mais vous pouvez définir exactement la taille. En français, on va dire des IOPS provisionnés, si c'est français, Provision IOPS, in English, of course. Et c'est super cool. Ça veut dire que je peux prendre un petit disque et lui dire, voilà les performances que tu auras. Le point noir de cette solution, c'est qu'en fait, lorsque vous allez créer votre disque, vous allez dire, je veux 16 000 IOPS, par exemple, ce qui est le maximum. Et on va vous donner donc un disque avec 16 000 IOPS. Le disque, vous allez le payer à l'heure. Donc, vous allez l'utiliser, je ne sais pas, pour faire une action, stocker une base de données, mettre un dump de DB et tester une pré-prod, par exemple. Puis, vous allez scratcher la VM et le block storage. Le problème, c'est que les IOPS, eux, sont provisionnés sur le mois. Donc, vous allez payer les IOPS tout le mois, même si votre volume est scratché. C'est un cas d'usage. C'est un piège dans lequel je vous dis ne tombez pas. C'est pas, je ne pense pas que ce soit spécialement volontaire de la part d'AWS. Et de toute façon, il n'y a pas 10 millions de personnes qui vont booter des volumes et les scratcher 10 minutes plus tard, à part Cloud Mercato. Enfin, je vous dis ça pour vous faire comprendre en fait la douleur quand j'ai vu mes factures cloud. Enfin, bref. Et donc, si on regarde les performances, on a du 16 000 IOPS, du 3 000 IOPS. Google nous propose du 4 000, du 4 000. Google, ça dépend hautement de la taille du disque. Plus le disque sera grand. Ici, j'ai pris des disques de 800 gigas, il me semble. Microsoft, c'est toute une histoire. Ça dépend aussi de la VM, ça dépend de la taille du disque, ça dépend de beaucoup de choses. Et notamment, ils ont une option de cache que je n'ai pas utilisée, parce que quasiment toutes les VM de Azure proposent un petit disque cache qui est sur l'hyperviseur qui permet d'améliorer les performances du block storage. Et je ne l'ai pas utilisé, bien qu'il soit gratuit puisque donné avec la VM. Et on voit Oracle qui est très performant avec du Balanced 10 et du low cost. Ils ont donc plusieurs types de stockage. Ils ont un type de stockage en fait, un block storage avec différents tiers. On peut sélectionner 10, 20, 30, jusqu'à 50, il me semble, ou 60. Et simplement, le moins performant, je crois que c'est le 50 ou quelque chose comme ça, je l'ai appelé low cost. Et le balanced 10, c'est le balanced, ce qui correspond pour moi au plus au standard de ce que peut proposer Oracle. Entre guillemets, un block storage, c'est un service à part où souvent on va vous vendre qu'on est en train de vous donner quelque chose qui fonctionne sur un SSD ou quelque chose qui fonctionne sur quelque chose de magnétique. Mais c'est avant tout un groupe de PC qui sont en train de travailler avec leur hardware et c'est du réseau. Donc, c'est une agrégation et des fois, il y a des mix SSD, NVMe, magnétique et encore plus dans l'object storage. Et donc, la pub de dire je te vends du SSD, c'est pas forcément vrai.
c'est pas forcément tout le temps vrai parce que, in fine, comme vous le voyez là, les valeurs qu'on a trouvées, elles sont relativement carrées. On a du 16 000, du 3 000, du 3 000, du 560. C'est des valeurs carrées qui disent qu'en fait, les valeurs ont été capées. Ils donnent un maximum à certains clients pour éviter qu'il y ait des clients trop gourmands qui prennent toute la part du gâteau à un instant T. Et inversement, ils veulent aussi pouvoir garantir que quand ils vous donnent une bande passante, vous l'avez, peu importe quand vous en avez besoin. Donc on peut voir ça du mauvais côté, dire que oui, ils me brident, on peut voir ça du bon côté, ils me garantissent. On peut s'amuser à regarder les prix perf, mais on va passer rapidement, on va regarder un joli petit graphique qui est celui-ci, qui nous donne le prix des VM en fonction de l'option de tarification qu'on avait choisie. Donc je vous disais tout à l'heure, on peut les prendre en mode hourly, monthly, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici, je parle de yearly no upfront, c'est-à-dire que on va prendre une souscription, mais on ne va pas payer tout d'un coup. On va payer chaque mois. C'est simplement une souscription, comme vous pouvez le faire chez Netflix ou chez n'importe qui. Sachant que les cloud providers souvent proposent d'autres options de type vous payez la moitié dès le départ, upfront, part upfront, vous payez la moitié, et ensuite le reste de votre souscription, vous allez payer 2 fois moins cher au final. Ou vous pouvez payer all upfront, vous payez tout dès le départ, et pendant le reste de la souscription, vous ne payez rien. Ici, c'est un peu un plat de spaghetti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer et je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. On va retirer tout le monde, voilà, ça. Oui, je sais, j'aurais dû coder un bouton pour enlever tout le monde, mais je fais beaucoup de choses. Alors, on va regarder AWS, on va regarder, oui, euh, Azure. Et là, on a les deux VM Intel chez Azure et AWS. On peut voir que les lignes quasiment se suivent. On commence à 46 centimes. Ensuite, sur 1 an, voilà, on a 30 centimes, 3 centimes de différence. Sur 3 ans, on a 3 centimes de différence. Excusez-moi. Et en fait, les lignes se suivent. Bien que AWS ait mis une R&D de, je crois, 6 à 7 ans pour créer leur processeur, pour faire les trucs, les lignes se suivent. Si on prend le processeur Graviton chez AWS et qu'on prend ensuite celui de Azure, encore une fois, c'est la même chose, enfin, quasiment la même chose. Donc, au niveau prix, moi, ce que je vois là, c'est qu'AWS a investi 6 ans de R&D pour faire leur propre processeur. Ils en sont propriétaires, donc c'est très bien pour eux. Mais moi, en tant que consommateur, en fait, Azure qui a acheté des processeurs à Ampère et qui les a mis dans leur data center, ils ont les mêmes prix. Et sur Sysbench, j'avais vu aussi qu'ils avaient les mêmes performances. Enfin, même AWS avait des performances un peu moins bonnes. Peut-être que dans les nouvelles générations, ça ne sera pas le cas. Mais AWS avait des performances un peu moins bonnes. Et je pense que c'est Azure qui s'est calqué sur les prix de AWS. Et si on rajoute même les AMD, encore une fois, on a des courbes pareilles. Bon, après, on peut s'amuser, on va rajouter Oracle. On va prendre une petite claque. Et quand on rajoute Oracle, ce qu'on voit, c'est que Oracle a une courbe plate. Donc ça veut dire qu'il ne propose pas publiquement de prix à l'année, au mois, etc. Si vous allez voir Oracle basiquement et que vous leur dites je veux un truc 3 ans, ils vont vous dire bah non, on n'a pas, prends du Ourli. En réalité, je pense que vous pourrez négocier avec leurs commerciaux, mais publiquement, ils n'ont que du Ourli. Mais en fait, ce Ourli, déjà, il est bien en dessous de tout le marché au niveau heure. Et pour que le reste du marché soit compétitif avec Oracle, il faut passer sur du 3 ans. À partir du 3 ans, le reste du marché peut dire oui, on est comparable avec Oracle. Encore une fois, je vous donne des prix publics. Peut-être que en privé, c'est toute une autre histoire. Positivement ou négativement pour Oracle. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la vie privée des gens. Euh, Pareillement, si on prend le ARM c'est censé être moins cher, donc AMD et Intel, là on est encore moins cher. Et là, pour le coup, il n'y a aucune VM chez les Big Five qui sera moins chère que la VM ARM d'Oracle. Donc, quand je vois ce prix-là, et les perfs qu'on a vus avant aussi d'ailleurs, je peux me dire que si j'ai un calcul que j'ai créé entre guillemets, ou mon équipe de développeurs a créé, qui ne nécessite pas d'architecture particulière, l'endroit le moins cher pour le lancer,
entre guillemets, l'hyperscaler le moins cher pour le lancer sera Oracle. Encore une fois, oui, je suis en train de parler d'IaaS. Le cloud n'est pas que du IaaS. Mais tout le reste du cloud, de toute manière, découle du IaaS. Même en interne, les cloud providers eux-mêmes utilisent leur IaaS pour faire des autres produits. Donc, c'est toujours intéressant de se concentrer sur le IaaS. On parle de VM, on pourrait faire aussi le prix du réseau. Le prix du réseau, ouf, le prix du réseau, il est intéressant. Le prix du réseau, c'est intéressant parce que les gros fournisseurs de cloud, ce qui n'est pas le cas des petits, les petits, généralement, ils ont une tarification qui est relativement claire. Je dirais pas transparente parce que c'est pas... Enfin, heureusement que c'est opaque pour lire, quoi. Mais les gros cloud providers appliquent des tiers. C'est-à-dire que plus vous envoyez... Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on... On est en train de parler de prix du trafic réseau. Généralement, quand on reçoit depuis Internet en direction du cloud vers notre VM, on ne va pas payer. Par contre, quand notre VM va envoyer sur le web, cette fois-ci, on va payer un certain tarif. Et ce tarif, en fait, dépend du nombre de gigas que vous envoyez sur le web. On paye aux gigas envoyés sur le web. Avec la tarification des gros cloud providers, plus on envoie, moins on paye. Moins on paye cher, bien sûr. Ce qu'on voit ici, c'est les différents tiers en X. Donc, on a le premier giga, 1 giga, 5 gigas, 100 gigas, 1 Tera, 10 Tera, 20 Tera, 40 Tera, etc. etc. Les cloud providers, ça monte, puis ça redescend. En gros, au début, on paye relativement cher, puis les prix descendent, plus on envoie. Entre parenthèses, c'est pas parce que vous allez arriver à 10 Tera que vous allez payer 0,85 centimes. C'est à partir de 10 Tera, vous allez payer ce prix-là. J'ai déjà vu des gens qui me disaient ça. Et du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est Oracle qui dit nous, vous commencez à payer à partir de 10 Tera. Et en fait, quand vous commencez à payer, vous serez moins cher que tous les autres quand vous aurez déjà envoyé 500 Tera chez les autres. Je crois que là, j'ai pas tout et que chez les autres cloud providers, on peut continuer à descendre, ça va jusqu'à 5 pétas, peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'est déjà représentatif parce que, quoi qu'il arrive, le prix d'Oracle, qui est encore une fois un prix unique, c'est un prix unique qui commence à 10 Tera, il est moins cher que tout le reste du marché. Je pense que c'est assez clair d'ailleurs sur le graphique ici. Souvent, j'ai un graphique avec une quarantaine de cloud providers, des petits, des moyens, des grands. Et les petits, généralement, soit sont complètement à zéro, soit sont à 1 centime. Et on voit qu'il y a tous les autres qui sont au-dessus. Quand je vous dis au-dessus, c'est au-dessus d'Oracle. Donc Oracle, en fait, se situe entre les très chers ou les chers et ceux qui sont très peu chers. Et je dirais qu'il se situe dans ce entre-deux, il se situe plus près des moins chers, d'ailleurs. Entre guillemets, pour Google, ici, je vous ai donné, oui, pour Google, je vous ai donné les prix du réseau premium de Google, puisqu'ils ont deux réseaux. Comme la plupart des hyperscalers, ils ont deux réseaux. Un réseau normal qui utilise leur réseau local plus Internet et un réseau mondial où ils ont leur propre connexion entre leurs data centers pour être plus fiable, plus rapide, moins de latence, etc. Et ce n'est pas le même prix pour les deux. Et chez Google, je vous ai donné le prix de ce deuxième réseau qui est beaucoup plus fiable. Rapidement, très rapidement, parce qu'il est déjà 52. Je vais passer sur l'Object Storage. On a des relevés de performance pour l'Object Storage, mais comme je suis en train de sortir une superbe étude sur les Object Storage, je vais passer ces résultats-là et je vais directement vous montrer le prix de l'Object Storage. Ce qui est intéressant dans l'Object Storage, c'est que de par le nom, on peut se dire, OK, on va stocker des choses, donc on va encore une fois payer un prix au giga un prix en dollars par giga stocké. Sauf que non, on stocke quelque chose, mais on veut pouvoir y avoir accès. Donc, il y aura encore une fois un prix de trafic. Ce prix de trafic, ce sera la même chose que pour les VM tout à l'heure. Entrée gratuite, sortie payante. Pour envoyer des données sur l'Object Storage, c'est gratuit. Pour envoyer des données de l'Object Storage direction le web, c'est payant. Et donc, on va payer numéro 1 pour stocker nos datas, prix de giga, voilà.
On va stocker pour envoyer nos datas sur le web. On va payer, excusez-moi, pour envoyer nos datas sur le web. Et potentiellement, on va payer aussi un prix à la requête, qui va être un prix relativement dérisoire, relativement, par 1000 requêtes ou 10 000 requêtes. Donc, tous les 10 000 fois que quelqu'un aura demandé un fichier sur mon object storage, eh bien, je vais payer, disons, 1 centime ou quelque chose comme ça. Ce qu'on a sous les yeux, en fait, c'est un estimateur de coût pour les 5 gros clouds et leur object storage. Je crois qu'on est sur, chacun d'entre eux, on est dans la région de Francfort ou West Europe pour Azure. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, moi, je vais stocker 200 Tera, disons. Et en temps réel, entre guillemets, on va avoir une estimation. On peut voir que, voilà, c'est à peu près équivalent pour tout le monde. Azure est un petit peu moins cher. Ça va nous coûter à peu près 5 000 $ chez ouais, 3 800 chez Azure, quand même, c'est peu cher. Mais à peu près 5 000 $ chez les autres pour stocker tout ça. Maintenant, disons, je veux envoyer sur les 200 gigas que j'aurais envoyé, que j'ai stocké, je veux envoyer 20 Tera par mois sur le web. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une petite barre de couleurs différentes qui s'est rajoutée, cette fois-ci, on avait la première barre qui représentait le stockage, donc maintenant on a une deuxième barre plus claire qui représente le trafic. Là, on peut voir que Oracle se démarque parce qu'au final, leur prix de trafic est bien inférieur. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure aussi sur le trafic. Bien que le prix du trafic du compute et le prix du trafic de l'object storage n'est souvent pas le même. Un peu corrélé, mais pas le même. Pas les mêmes tarifications. Et chez Oracle, il me semble que c'est la même tarification et on peut voir que elle bat les autres à plat de couture. Là où Azure avait un avantage à dire nous on stocke pour moins cher, avec le trafic, Oracle dit bah oui, mais si on rajoute le trafic, forcément chez nous ce sera moins cher. Et ce qui est intéressant avec l'object storage, c'est que le trafic en réalité est plus cher que le stockage. Si je stocke 200 gigas et que j'envoie 200 gigas, on peut voir que le trafic va nous coûter 4 fois plus cher que le stockage. Enfin bon, pas chez Azure, pas chez Oracle. Chez Oracle, le trafic, il va rester convenable. Il va coûter même pas un tiers, je pense, ici, de notre facture globale. On peut s'amuser aussi à rajouter les requêtes, comme je disais tout à l'heure. Là, les chiffres, ils sont un peu délirants, mais c'est simplement parce que c'est pas cher et que, on va dire, allez, 3 millions, 300 millions de requêtes par mois. Ici, ça va nous coûter 120 $ chez IBM, ça va nous coûter 130 $ chez Azure, 130 $ chez Amazon. Chez Oracle, ça va nous coûter 103 $, un petit peu moins, ce qui est négligeable. Mais c'est intéressant à savoir parce que là, je suis en train de vous parler de trafic en direction d'Internet. Donc, imaginons demain, moi, sur mon object storage, je stocke une super vidéo en 4K, en 8K, mieux que ça en 8K haute définition et je la mets sur la page de garde de mon site internet. La page de garde, qui c'est qui dit ça? On va dire la page d'accueil. Demain, je passe dans l'émission de, par exemple, Bernardo de la Villardière le dimanche, là, enquête exclusive, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, j'ai un fort trafic qui arrive sur mon site internet et tout le monde voit la vidéo. Et donc, tout le monde se met à télécharger la vidéo indépendamment de leur volonté parce qu'ils arrivent sur mon site, la vidéo se télécharge. Et du coup, en fait, je ne suis pas maître du trafic qui va sortir de mon object storage, ni du nombre de requêtes qui va frapper mon object storage. Du coup, là, le stockage, je le maîtrise. Je sais que j'ai stocké 200 gigas. Mais peut-être que d'habitude, je suis à 73 gigas. Et peut-être qu'après Bernardo, la soirée, les 2-3 jours après, je vais être à 800 ou je vais être à 1 péta pendant une semaine. Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, on ne maîtrise pas si on a voulu rendre quelque chose public, on ne va pas vraiment maîtriser. Si demain, même votre concurrent aurait envie de vous faire une grosse facture, il trouve votre URL et il met un AB qui tourne de côté et il essaye de vous faire augmenter votre facture. Oui, c'est un scénario un petit peu tiré par les cheveux, complètement réaliste, mais tiré par les cheveux. Et aussi, là, on parle d'object storage. En réalité, quand on veut mettre un object storage en mode public, le mieux, c'est quand même d'utiliser un CDN, un WAF et ce genre de solution. Pas mettre les choses directement en public. Comme on peut le voir, l'object storage, c'est mieux de se dire je stocke parce que le trafic coûte relativement cher. Alors que tous les clouds qui sont là ont des solutions CDN où le trafic coûtera moins cher en réalité. Donc voilà, je pense qu'on est bon.
Si vous avez des questions, je n'ai pas fait tous Il les onglets parce que c'est chaud, mais excuse-moi, Jérôme, vas-y. il y a une question de Bastien, justement, qui vient juste d'arriver. Et il demande qu'est-ce qui explique des prix aussi agressifs chez Oracle? L'analyse remonte-t-elle des coûts cachés, des prérequis contractuels, durée, volume? Est-ce pérenne dans la durée? Oh là là, il y a trop de questions. Non, je rigole. Alors, la première, rappelle-moi la première, comme ça je les fais dans l'ordre. Qu'est-ce qui explique des prix aussi agressifs chez Oracle? Bah, moi, je pense qu'Oracle sont les derniers venus dans la course. Le cloud, globalement, c'est 2008, quelque chose comme ça, où ça commence à bien s'installer dans les esprits. Azure, enfin, Amazon, puis Azure, puis Google, puis IBM, puis Oracle. Oracle, ils sont arrivés, je crois, en 2016, 2018, quelque chose comme ça. C'est super tard. Donc, je pense que la bonne stratégie, c'est de dire, hey, on va faire des prix moins chers. Et je pense qu'ils arrivent à faire du bénéfice, même avec des prix comme ça. Tout simplement parce que moi qui regarde les prix du marché globalement, en sortant du scope des Big Five, les hyperscalers sont très chers. Ça peut se justifier parce qu'ils ont 300 services, ils ont des infras de dingue, ils font des services de fou, ils sont dans la pointe de l'innovation. Peut-être qu'ils nous envoient des satellites, mais c'est une stratégie de se dire on facture cher. C'est une stratégie. C'est pas juste Aura qui s'est dit on va facturer pas cher. Il y en a d'autres qui se sont dit on facture cher. Tu peux me donner la deuxième question, s'il te plaît? L'analyse remonte-t-elle des coûts cachés? Alors, moi, les coûts cachés, j'en connais pas forcément. Je vais faire mon cloud mercatien un peu, pas fermé d'esprit, mais vous allez comprendre la chose. Je vois pas de coûts cachés. Je vois juste que les gens ne lisent pas forcément et ne réalisent pas forcément les coûts qui arrivent. Là, par exemple, sous les yeux, on a l'object storage. Les gens, basiquement, vont se dire, ah bah, sur un object storage, je vais stocker. Ils vont pas se poser la question du stockage, du trafic, ils vont pas se poser la question des requests. Euh, je vois pas vraiment de coût caché. Si on lit le contrat, qu'on a une action et qu'on a un tech qui est qualifié pour le faire, il n'y a pas vraiment de coût caché pour moi. Troisième question, Jérôme? Alors, des prérequis contractuels, entre parenthèses, durée, volume. Et Euh, Ici, il n'y a pas vraiment de prérequis contractuels parce que ce que j'ai utilisé, c'est des produits on demand. Et j'ai aussi essayé de spécifier justement quand on prend des contrats sur le long terme. Typiquement ici, sur les instances pricing, je spécifie quand on prend avec une souscription sur un mois, sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, etc. Je n'ai pas mis toutes les options, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est ici, il y a la définition de chacune des VM que j'ai utilisées. Et pour chacune des VM, vous pouvez aller voir dans le Public Cloud Reference ici. Vous aurez les différentes méthodes de tarification avec les différentes licences. Si vous allez dans Pricing, ici, vous aurez vraiment tous les détails. Donc, pour celle-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Mais ici, je sais que pour, par exemple, pour Amazon, je prends la M6A ici. Je vais dans Pricing. Pour toutes les régions où cette VM existe, bah, ici, vous aurez le prix à l'heure plus le upfront dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, par exemple, pour le upfront, je sais que sur un an, je vais payer 1200, sur 3 ans, je vais payer 2300. Si je veux payer la moitié au début, bah, je vais payer la moitié, puis du 70 centimes. Si je veux rien payer, je vais payer 147 centimes, etc., etc. Donc, j'ai essayé de spécifier un peu les différentes billing options. Et c'est un petit peu mon défi. Et c'est aussi pour ça que je ne fais pas des PDF de 40 pages pour expliciter mes recherches. C'est parce que je préfère avoir un outil dynamique. En 2023, on peut utiliser le web. Bon, c'est pas du web 3, hein, c'est du web 2. Mais il y a du joli JavaScript et des filtres et tout ça. Et c'est pour ça. Quatrième question, il me semble. ouais, juste dernière question, je lui demande, est-ce que c'est pérenne dans la durée? Si c'est à propos de la stratégie d'Oracle, je pense que oui, ça peut être pérenne. On peut aussi se dire que leurs prix vont augmenter un petit peu au fil du temps, peut-être. Je pense pas qu'ils vont augmenter tant que ça. Sachant que là, c'est du IaaS. Le IaaS, c'est 80% du marché, mais ce que souhaite vendre Oracle, je pense que c'est bien plus de l'ADB qui se base sur leur IaaS, bien sûr, mais c'est de l'ADB de haut niveau. Donc, je pense que c'est aussi de faire un IaaS aussi peu cher, c'est aussi une manière de dire aux gens, venez sur le cloud, faites votre lift and shift, faites votre migration, et ensuite, on parle vraiment de DB qui est sur notre infra sur laquelle on peut faire joujou.
Donc, voilà. Et voilà. Je sais pas. Tu peux me dire, je crois que c'est Valentin, si j'ai bien répondu à tes questions. Je parlais dans le fond. Il dit que ouais, c'est super clair et il te remercie et il te dit bravo pour le webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, si on n'a pas d'autres questions, c'est que c'était clair, c'est cool. Merci, au revoir. De rien. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. De rien. Merci, bravo. Au revoir.